Il existe un point commun entre les galaxies, l'économie mondiale et les fougères. Nous l'allons voir dans les quelques minutes suivantes. Au XVIIe siècle, on a commencé à analyser de nouvelles formes géométriques. Des formes qui se répètent à l'intérieur d'elles-mêmes à l'infini. On nomme cette caractéristique l'autosimilarité. Pour créer une autosimilarité, il faut répéter un processus une infinité de fois. Voici quelques exemples de formes autosimilaires. Le tapis de Sierpinski. Pour le former, on découpe un carré en 9 parts égales, puis on supprime la pièce centrale. On redécoupe chacun des 8 carrés restants en 9 parts égales et on retire leur pièce centrale, et on répète cela indéfiniment. Le tapis de Sierpinski est donc la forme que l'on obtient après une infinité d'itérations. Le flocon de Corr. Pour le former, on trace un triangle équilatéral, puis on trace des autres triangles équilatéraux sur le tiers central de chaque segment obtenu. On répète cette dernière opération indéfiniment. Là encore, le flocon de Corr est la figure obtenue après une infinité d'itérations. En 1918, Gaston Juliet travaillait sur l'itération de fonctions avec des nombres complexes. Il appliquait une opération une infinité de fois, et en relevant certains points sur un plan, il a trouvé d'autres formes d'objets autosimilaires bien plus complexes que celles que nous venons de voir. On nommera par la suite ces formes des ensembles de Julia. Les formes que vous voyez en fond sont des exemples d'ensembles de Julia. En 1968, Benoît Mandelbrot a approfondi le travail de Julia, et grâce à l'informatique, il a pu imprimer une nouvelle forme qui sera nommée l'ensemble de Mandelbrot. Il pourrait être défini comme un super ensemble de Julia car il permet entre autres de prédire à quoi ressemblent certains ensembles de Julia. Nous n'entamerons pas les calculs car il faudra introduire beaucoup de notions. Une fractale désigne des courbes, des surfaces, des volumes et des objets de forme irrégulière ou morcelés dont la structure reste identique par changement d'échelle. Le terme fractal est un néologisme créé par le mathématicien français Benoît Mandelbrot en 1974 à partir de la racine latine fractus qui signifie brisé, irrégulier. Une fractale est autosimilaire, c'est-à-dire que le tout est semblable à une de ses parties. Elle est aussi trop irrégulière pour être décrite efficacement en termes géométriques traditionnels. Représentée dans le plan, en 2 dimensions, c'est une figure géométrique dont l'aire est fini, mais dont le périmètre est infini. Représentée dans l'espace, en 3 dimensions, elle possède un volume fini, mais une aire infinie. Enfin, sa dimension de Hausdorff est strictement supérieure à sa dimension topologique. Cette caractéristique est généralement prise comme définition même d'une fractale. Pour faire simple et rapide, la dimension topologique concerne les espaces topologiques, qui apparaissent dans presque toutes les branches des mathématiques. Ces espaces sont très généraux, et ce sont ceux que l'on a l'habitude de visualiser, c'est-à-dire les ensembles finis, les espaces de la géométrie euclidienne ou encore les espaces numériques à n dimensions. Pour ce qui est de la dimension de Hausdorff, elle sera expliquée après. Il existe 3 principaux types de fractales. Les fractales géométriques, dites fixes ou linéaires, qui sont basées sur l'itération de fonctions linéaires. On peut citer le tapis de Sierpinski, l'ensemble de Cantor, le flocon de Corr, les cercles d'Apollonius, le pavage de Penrose, l'éponge de Menger, le cube de Jérusalem, l'heptaèdre fractal, l'octaèdre fractal, l'icosaèdre fractal, la surface de Corr, la pyramide fractale et de très nombreux autres. Les fractales dites non linéaires, qui sont basées sur l'itération de nombres complexes. On peut citer l'ensemble de Mandelbrot, la fractale de Lyapunov, un ensemble de Julia, la fractale de Newton, la courbe du dragon ou de nombreux autres. Les fractales dites aléatoires ou naturelles. Elles consistent à introduire un paramètre aléatoire à chaque itération pour obtenir des formes tout à fait irrégulières. On peut citer les paysages fractales qui sont générés par ordinateur et qui sont utilisés pour les jeux vidéo et l'animation en 3 dimensions. Mais il existe également des formes fractales dans la nature, et nous verrons cela plus en détail après. Un segment auquel on multiplie la mesure par 3 deviendra un nouveau segment dont la longueur sera 3 fois plus grande. Donc la dimension d'une ligne simple est de 1, car 3 puissance 1 égale 3.
Un carré, auquel on multiplie la mesure des côtés par 3, deviendra un nouveau carré dont l'aire sera 9 fois plus grande. Donc la dimension d'une figure simple dans le plan est de 2, car 3 puissance 2 égale 9. Un cube, dont on multiplie la mesure des arêtes par 3, deviendra un nouveau cube dont le volume sera 27 fois plus grand. Donc la dimension d'un corps simple dans l'espace est de 3, car 3 puissance 3 égale 27. Une figure telle qu'une fractale n'est pas simple. Sa dimension n'est plus aussi facile à définir et n'est plus entière. Pour mieux comprendre, demandons-nous quelle est la dimension d'une boulette de papier. Elle n'est pas entière car il ne s'agit pas d'une sphère géométriquement parfaite. Elle est en effet composée de plein d'irrégularités. Sa dimension est donc comprise entre 2 et 3 car c'est un mix de surface et de volume. Et bien pour les fractales, c'est pareil, elles n'ont pas de dimension entière, et la leur s'exprime à l'aide de la dimension de Hausdorff. La dimension de Hausdorff, de signe delta minuscule, se calcule à l'aide de la formule suivante. D égale logarithme népérien de n sur logarithme népérien de h. N étant le nombre de nouveaux exemplaires à chaque itération, et h le facteur de réduction. Mais d'où vient cette formule ? Eh bien, considérons un objet usuel euclidien de mesure n, et faisons-lui subir une réduction de facteur h. La mesure obtenue vérifie n' égale h puissance d fois n. H désignant la dimension usuelle, 1 pour une longueur, 2 pour une aire et 3 pour un volume. On a donc n égale h puissance d, soit logarithme de n égale d fois logarithme de h. Donc d égale logarithme de n sur logarithme de h. On retrouve la dimension de Hausdorff. Le flocon de corps est constitué de 4 nouveaux exemplaires à chaque itération, qui sont 3 fois plus petits. Donc la dimension fractale du flocon de corps est égale à logarithme de 4 sur logarithme de 3, ce qui fait environ 1,26. Le flocon de corps ne se situe donc pas dans la première dimension, ni dans la deuxième, ni dans la troisième, mais dans la environ 1,26e dimension. Pour ce qui est du tapis de Sierpinski, il est constitué de 8 nouvelles répliques à chaque itération, qui sont 3 fois plus petites. Sa dimension fractale est donc égale à logarithme de 8 sur logarithme de 3, ce qui fait environ 1,89. Le tapis de Sierpinski est donc situé dans la environ 1,89e dimension. En ce qui concerne les corps, prenons l'éponge de Menger, qui n'est autre que le tapis de Sierpinski mais en cube. Sur le tapis de Sierpinski, la première étape consiste à découper la figure en 9 parts égales. Ici, on découpe la figure en 27 parts égales. Ensuite, sur le tapis de Sierpinski, on enlève la partie centrale. Ici, sur l'éponge de Menger, on enlève 7 parts. Comme pour le tapis de Sierpinski, on continue à l'infini, et c'est une fois une infinité d'itérations effectuées qu'apparaît l'éponge de Menger. On crée donc 27 parties et on en retire 7. Ainsi, 20 répliques sont créées à chaque itération. Aussi, comme pour le tapis de Sierpinski, les répliques sont 3 fois plus petites que les précédentes. On a ainsi une dimension fractale qui est égale à logarithme de 20 sur logarithme de 3, soit environ 2,73. Ce qui signifie que l'éponge de Menger se situe à la environ 2,73e dimension. Une fractale représentée dans un plan en 2 dimensions a une aire finie mais un périmètre infini. La fonction qui permet de calculer le périmètre d'une fractale dans un plan en 2 dimensions est f de x égale h facteur de n sur h puissance x. Prenons le flocon de corps. On a vu que le facteur de réduction est 3 et que 4 exemplaires sont créés à chaque itération. Donc la formule qui calcule son périmètre est f de x égale 3 facteur de 4 tiers puissance x. Prenons maintenant le tapis de Sierpinski. On a vu que le facteur de réduction est 3 et que 8 exemplaires sont créés à chaque itération. La formule qui calcule son périmètre est donc f de x égale 3 facteur de 8 tiers puissance x. On dit que le périmètre tend vers l'infini, car on considère qu'au bout d'une infinité d'itérations effectuées, c'est-à-dire quand x égale l'infini, le périmètre sera infini. Pour ce qui est de l'aire, il n'existe pas de formule générale, cela dépend de chaque fractale. Le flocon de corps a une aire finie puisque toute la figure tient dans le flocon. Son aire est 2 fois racine carrée de 3 sur 5. Il n'est pas difficile de le démontrer, mais ce n'est pas le but de la vidéo. Le tapis de Sierpinski possède quant à lui une aire qui tend vers 0. Effectivement, à l'infini, le tapis se trouve complètement vidé. Il n'existe pas non plus de formule générale en ce qui concerne l'aire et le volume des fractales représentés dans l'espace.
L'éponge de Menger possède une aire qui tend vers l'infini et un volume qui tend vers 0. En effet, l'aire augmente à chaque itération et donc au bout d'une infinité d'itérations, l'aire tend vers l'infini. Aussi son volume diminue à chaque itération et donc au bout d'une infinité d'itérations, le volume tend vers 0. On voit que la figure finira par être totalement vidée, comme pour l'aire du tapis de Sierpinski. Toutes les fractales représentées dans l'espace possèdent les mêmes caractéristiques. Les fractales sont des objets mathématiques récents et très complexes, donc il reste encore énormément à découvrir à leur sujet. Mais leur application ne s'est pas limitée aux mathématiques, on les retrouve dans bien plus de domaines que l'on pourrait le penser. Hors des mathématiques, les modèles utilisés sont des fractales naturels. On ne peut en effet pas trouver dans le monde réel d'objets géométriquement parfaits ou se répétant infiniment sur lui-même. Voici quelques domaines d'application des fractales. La chimie, avec le mouvement brownien. Dans un fluide, les molécules s'entrechoquent entre elles, et à chaque choc, les molécules sont déviées et changent de trajectoire. Le mouvement que suit une molécule s'appelle le mouvement brownien. Le mouvement est aléatoire puisque vu du nombre de paramètres, on est incapable de prédire à l'avance le mouvement d'une molécule. Tracer le chemin que parcourt une molécule, c'est-à-dire son mouvement brownien, permet d'obtenir une fractale naturelle. La physique et l'astronomie, avec le modèle d'univers fractal. Avec la gravité, un effet similaire au mouvement brownien se produit, les corps célestes étant attirés entre eux. La répartition de ceux-ci est régie selon des fractales. Ce modèle d'univers fractal a été évoqué pour la première fois par Bonhomme Mandelbrot en 1977. La météorologie, avec la structure de la foudre, des nuages, des flocons de neige. On retrouve de l'autosimilarité dans toutes ses formes. On peut ainsi remarquer la ressemblance entre le flocon de corps et un flocon réel. La biologie et la médecine, avec les arbres, les fougères, la structure des poumons et du système cardiovasculaire. Sur chacun de ces objets, on retrouve une structure avec la division d'une branche en plusieurs petites branches. Littéralement dans l'arbre et la fougère, dans les poumons, la trachée se divise en bronches puis en bronchioles. Et dans le système cardiovasculaire, les artères se divisent en capillaires de plus petite taille à chaque organe. La géomorphologie, avec les cours d'eau ou la formation artificielle de montagnes. Si on remonte un fleuve, on retrouve le modèle de branche. Le fleuve est créé à partir de plusieurs plus petits fleuves, créés à partir de rivières puis de ruisseaux. Pour ce qui est des montagnes, nous allons en parler après. La finance. On retrouve en effet de l'autosimilarité dans les cours de la bourse. On observe des formes identiques avec des échelles de temps différentes. On peut aussi se servir des fractales dans les mathématiques financières pour modéliser plus correctement les manœuvres à haut risque ou bien en quelque sorte prédire à court terme les cours de la bourse. Et l'histoire. Certains événements se répètent dans le temps avec une rigueur déconcertante. Par exemple, aux États-Unis d'Amérique, on observe depuis 200 ans que tous les 50 ans se produit un important pic de révolte populaire. Aujourd'hui, en Europe occidentale, on observe une montée de l'extrémisme et du sentiment nationaliste, ce qui ne s'était pas produit en gros sur la période 1950-2005. Avant cette période, il y avait un fort sentiment nationaliste, de la guerre de 1870 jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Avant cela, les relations entre les nations européennes étaient moins tendues, de la Restauration française de 1815 jusqu'à la guerre de 1870. On le voit d'ailleurs aux grandes pensées européennes de Victor Hugo qui croyait aux États-Unis d'Europe lors de son discours au Congrès de la paix de 1849 où étaient présents les principaux dirigeants d'alors, ou encore à la volonté de Napoléon III d'unifier l'Allemagne afin d'éviter les querelles entre les innombrables petits duchés d'alors, avant que ça se retourne contre lui avec le méchant Bismarck. Avant cette période faisaient rage les guerres révolutionnaires, puis napoléoniennes, avec la France contre le reste de l'Europe. Bon, ce modèle fractal n'est pas encore très poussé et risque de ne jamais l'être, mais il est toujours intéressant d'étudier l'histoire sous un nouvel angle et avec de nouveaux modèles. Il reste un domaine principal dans l'utilisation des fractales, l'informatique. En effet, on a besoin de l'informatique pour étudier les fractales. Toutes les images de fractales que vous avez vues ont été générées à partir d'algorithmes, qui pour la plupart sont même très simples si on est familier avec la programmation. Nous avons nous-mêmes développé un logiciel qui permet de naviguer dans l'ensemble de Mandelbrot que vous voyez à l'écran. Mais on retrouve aussi des traces de fractales dans quelques domaines de l'informatique, principalement pour la télécommunication, la compression et la modélisation en 3 dimensions. On a démontré qu'il faut utiliser des antennes fractales pour pouvoir capter certaines longueurs d'onde, ce qui était nécessaire pour pouvoir créer plusieurs méthodes de communication, par exemple le Wi-Fi, le Bluetooth ou la radiodiffusion. On peut utiliser les fractales pour des algorithmes assez puissants de compression qui repèrent une récursivité grossière et suppriment les parties répétées. Ces algorithmes sont de très bons compresseurs mais il y a une perte de données assez conséquente. Pour créer un paysage naturel réaliste, avec des forêts, montagnes, des nuages, des intempéries, des rivières, des étoiles, il faut utiliser des algorithmes qui génèrent toutes ces formes qui, comme nous l'avons vu, sont des fractales. Pour créer des montagnes réalistes, nous avons 2 principales possibilités.
Calculer l'altitude des points en fonction de leurs voisins et d'une valeur aléatoire, ou générer un polygone et rajouter plusieurs petits polygones beaucoup de fois, un peu comme on le faisait pour générer le flocon encore, sauf que les polygones ne sont pas exactement les mêmes ni répartis de la même façon tout le temps, sinon nos montagnes seraient trop parfaites pour paraître réelles. Un très bon logiciel qui génère ces paysages est Terragen, qui dans sa 3e version nous offre ces paysages que vous voyez. En ce qui concerne l'univers, qui est une fractale selon le modèle de Mandelbrot, Space Engine est un logiciel dans lequel on peut se déplacer dans tout l'univers visible, ce qui est bien trop grand pour être fait avec les méthodes de modélisation manuelle, et surtout contenu dans seulement 500 mégas avec quelques textures. Depuis le milieu du XXe siècle, les mathématiciens sont en train d'écrire une série d'ouvrages qui expliquent l'ensemble des mathématiques sans aucun exemple ni illustration, ce qui explique en partie pourquoi ils rejetaient les théories de Mandelbrot, qui se basaient beaucoup sur des images, et venaient en quelque sorte détruire leur travail en créant une branche mathématique qui ne peut se séparer d'appuis visuels. Mandelbrot a continué à montrer au reste des sciences que la nature se base sur des modèles fractales que l'on peut étudier mathématiquement, et on lui donne aujourd'hui de plus en plus raison, même au cœur des mathématiques. Alors attendons-nous à voir de plus en plus de fractales dans notre vie de tous les jours. Cheveux flottent au vent comme une voile qui flotte au vent. Tu es comme ces jardins, plein de plantes de